Madame l'ambassadrice, Monsieur le conseiller d'État, cher Monsieur Jean Musitelli, Monsieur le président des Archives nationales, Monsieur Mikhail Groueff, qui va certainement nous rejoindre, cher Stanka, éminents experts et conseillers, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'Institut français de Bulgarie pour cet hommage que nous rendons aujourd'hui à Geliu Gelev. Avant d'ouvrir nos échanges, quelques indications pratiques. Le système d'interprétation est accessible grâce au casque disponible que vous avez pu trouver à l'entrée, avec le numéro 1, je crois, pour le bulgare et le 2 pour le français, à moins que ce soit l'inverse. C'est l'inverse? Bon, voilà, je me trompe à chaque fois. Donc, 1 pour le français et 2 pour le bulgare. Vous trouverez également le programme et les biographies de nos éminents intervenants, et je les remercierai bien sûr à la fin de cet après-midi, mais je souhaite, parce que parfois il y a des oublis et c'est vraiment regrettable, je pense que nous pouvons d'ores et déjà applaudir nos fantastiques interprètes. Quelques mots. Organiser cet hommage ici à l'Institut français a pour nous une portée toute particulière. Geliu Gelev était un philosophe, un dissident, un président philosophe, un Européen d'une fidélité inébranlable aux Lumières, un grand ami de la France, de la francophonie, dont l'héritage nous oblige. Nous sommes donc très heureux, et j'emploierai à escient ce mot, très fier de l'organiser ici, à l'Institut français de Bulgarie. C'est un honneur pour nous tous d'accueillir aujourd'hui les personnalités qui ont accepté de partager leur regard et leurs témoignages, et je voudrais déjà que nous les applaudissions, tous nos invités qui ont accepté de participer à ces rencontres. Et maintenant, sans plus tarder, j'ai l'honneur de donner la parole à l'ambassadrice de France, Madame Marie Dumoulin, qui ouvre avec nous cet après-midi consacré à la vision, à l'héritage de Geliu Gelev et bien d'autres choses encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Luc, et merci de m'avoir associé à cette journée. Monsieur le conseiller d'État, cher Jean Musitelli, Monsieur le Président des Archives nationales, Monsieur Mikhail Groueff, Mesdames et Messieurs éminents experts et grands témoins, cher Stanka, Mesdames, Messieurs, c'est avec une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir ce colloque consacré au président Geliu Gelev. Cette année marque un double anniversaire, les 90 ans de sa naissance et les 10 ans de sa disparition. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement nos partenaires et toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Les Archives nationales de Bulgarie, sous la présidence de M. Mikhail Groueff, l'Institut François Mitterrand, ainsi que les éminents experts et grands témoins qui ont accepté de partager aujourd'hui leurs regards et leurs souvenirs sur le président. Merci, cher Stanka, pour votre présence fidèle et pour la manière dont vous continuez, avec constance et modestie, à faire vivre la mémoire de votre père et son héritage intellectuel et moral auprès des nouvelles générations. Geliu Gelev fut de ces personnes rares pour qui la pensée et l'action ne s'opposent pas mais se répondent. Philosophe de formation, il a toujours envisagé la politique comme une responsabilité éthique, une manière d'être fidèle à une exigence intérieure. Dans ces années de dissidence, Geliu Gelev n'a pas seulement contesté un pouvoir arbitraire, il en a interrogé les fondements. Avec son livre « Le fascisme », très vite interdit, il a mis à nu la logique profonde des totalitarismes. La peur, l'unanimisme, la confiscation de la pensée. Il y dénonçait avec une lucidité prémonitoire les similitudes entre fascisme et communisme, anticipant les dérives autoritaires susceptibles de ressurgir après l'effondrement des idéologies. Michel Elchaninov y reviendra cet après-midi pour en souligner l'actualité. On se souvient de lui, de Geliu Gelev, comme d'un président mesuré, fidèle à la parole donnée. Mais derrière cette retenue se
tenait une force tranquille, celle d'un homme qui croyait au pouvoir du dialogue et à la dignité de la personne humaine. Sous sa conduite, la Bulgarie a choisi la démocratie par la voie du consensus, sans violence ni esprit de revanche, un moment de maturité politique dont nous mesurons aujourd'hui encore la portée. La France garde de Geliou-Gelef le souvenir d'un ami fidèle et d'un partenaire éclairé. Comment ne pas évoquer ce matin du 19 janvier 1989, lorsque le président François Mitterrand rencontra ici même un cercle de dissidents bulgares, parmi lesquels figurait Geliou-Gelef. Ce petit déjeuner, discret dans sa forme, mais immense par sa portée, fut l'un de ces instants où l'histoire s'écrit. Notre collègue Yves Manville, présent parmi nous aujourd'hui, était alors en poste et témoin direct de cet événement. Cher Jean Musitelli, vos notes et analyses ont gardé la mémoire de cette rencontre, tout comme celle consacrée à la visite présidentielle de 1994, lorsque François Mitterrand revint à Sofia, 5 ans jour pour jour après cette première entrevue. Quelques mois plus tard, Geliou-Gelef se rendait à Paris pour une visite d'État qui scella dans la réciprocité et la confiance la reconnaissance de la Bulgarie démocratique par la France. Ces 2 visites à quelques mois d'intervalle demeurent l'un des plus beaux symboles de cette fidélité franco-bulgare que nous honorons aujourd'hui. Geliou-Gelef nourrissait une véritable complicité avec la France. Il en aimait la langue, la philosophie, l'esprit critique. Comme nous le racontera François Frison-Roche, qui fut son conseiller, cette affinité intellectuelle était profonde et sincère. Il voyait dans la francophonie un espace vivant de liberté et de dialogue. C'est sous sa présidence en 1993 que la Bulgarie rejoignit l'Organisation internationale de la francophonie. À ses côtés, chère Raina Karcheva, alors conseillère pour les affaires culturelles et francophones, vous avez joué un rôle essentiel dans cette ouverture intellectuelle, cette idée d'une francophonie pensée comme un humanisme en action. Cher Stéphane Tafrov, vous me rappeliez récemment combien ce lien entre la Bulgarie et la France, entre l'Europe et la francophonie, représentait pour Geliou-Gelef bien plus qu'un cadre institutionnel. C'était une vision d'avenir fondée sur la langue, la pensée et le dialogue. 36 ans après 1989, l'héritage de Geliou-Gelef résonne aujourd'hui singulièrement avec l'actualité. Nous vivons un temps où la démocratie est à nouveau mise à l'épreuve par la désinformation, la fatigue civique et la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine qui nous rappellent les fragilités de notre continent. Dans ce contexte, renouer avec l'héritage de Geliou-Gelef, c'est chercher une boussole, une pensée lucide sur les choix politiques et la responsabilité. Geliou-Gelef disait « Pour tourner une page, il faut d'abord la lire ». Je suis heureuse à ce titre de la présence d'un jeune historien, Yordan Yordanov, boursier du gouvernement français, dont le travail de recherche est consacré à cette époque passionnante et fondatrice. Ce colloque a pour ambition non seulement de lui rendre hommage, mais aussi de nous aider à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui à travers l'héritage d'un homme qui croyait en la démocratie et en l'Europe. Puissions-nous à notre tour rester fidèles à cet esprit de lucidité et d'optimisme. Encore une fois, ma plus vive reconnaissance va à toutes celles et ceux qui ont accepté de participer aux rencontres de cet après-midi. Merci de votre attention. Et maintenant, j'ai l'honneur de demander à M. Jean Musitelli de bien vouloir me rejoindre pour les propos inauguraux. Je vous en prie. Merci, cher Luc. Évidemment, mes premiers mots seront pour remercier Madame l'ambassadrice et vous, cher Jean-Luc, d'avoir songé à m'inviter à cette très belle initiative que je ressens avec une certaine émotion au souvenir des années que j'ai vécues auprès de François Mitterrand. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui de façon très simple, c'est de ce que furent les relations entre François Mitterrand et Geliou-Gelef au cours des 5 années entre 1989 et 1994, que j'ai vécu en tant que conseiller diplomatique de François Mitterrand d'abord, puis de porte-parole. Et c'est dans ces circonstances que j'ai assisté, comme le rappelait Madame l'ambassadrice, tout d'abord à la première visite de janvier 1989
avec le fameux petit déjeuner. Mais il n'y eut pas que ce fameux petit déjeuner, il n'y eut pas que cela de fameux dans cette rencontre. Il y eut notamment une rencontre avec les étudiants à l'université, ici, qui fut un moment extraordinaire, où l'on sentit que soufflait dans ce pays, dans sa jeunesse en tout cas, un vent de liberté et une aspiration au changement qui laissèrent François Mitterrand enchanté et qui furent un peu les prémices, au-delà, en plus de cette discussion avec Gilles Gélève, à la relation qui s'est nouée ensuite entre eux. Donc c'est ma 4e visite à Sofia. Les 2 premières, je les ai mentionnées, 89 et 94 avec le président de la République, et puis un retour en 2009 pour célébrer le 20e anniversaire, et c'était Étienne de Poncin qui avait organisé cette première rétrospective. Voilà, donc cet hommage, c'est une façon de maintenir vive la mémoire de Gilles Gélève. François Mitterrand avait d'emblée reconnu en lui ce que j'appellerais un honnête homme, comme on disait au siècle des Lumières, c'est-à-dire quelqu'un qui, armé de ses seules convictions, fait face à la réalité, à une réalité difficile, mais ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Alors, ce que je dis, je ne reviendrai pas donc sur le moment fondateur que fut la rencontre du 19 janvier 1989, sinon pour dire tout de même que pour François Mitterrand, ce fut une révélation. Il ne s'attendait pas, lorsque nous avions préparé ce voyage en Bulgarie, à rencontrer cette réalité qu'il découvrait. Il faut dire que les relations entre la Bulgarie et la France traversaient depuis longtemps une période de, je dirais presque de gel, d'ignorance réciproque, puisque la précédente visite d'un responsable bulgare, en l'occurrence Todor Zhivkov, remontait à 1966, 1989. 23 ans sans vraiment de relation. Et donc, cette relation, cette rencontre de 89, elle scelle en fait les retrouvailles entre la France et la Bulgarie après cette longue période d'ignorance réciproque. Et après cette rencontre, la volonté de part et d'autre d'aller de l'avant, de donner un contenu, de ne pas laisser retomber ce qui était apparu comme la promesse d'un élan, s'est marquée par l'engagement réciproque à rester en contact, mais d'une façon qui va bien au-delà des figures et des rituels habituels de la diplomatie. La fréquence des rencontres en est le marqueur le plus évident. Au cours de ces 5 années, 89-94, on en dénombre 10. 7 à Paris, 2 à Sofia et 1 à l'île Maurice, dans le cadre du sommet de la francophonie. Et dans des cadres qui sont effectivement très variés. À Paris, à Sofia bien entendu, mais il y a eu également à Paris, mais dans un cadre non bilatéral, le sommet de la CSCE de décembre 1990, où Gilles Gélève est intervenu, j'y reviendrai. Et puis dans d'autres cadres variés, une invitation lancée par le président français à son homologue bulgare pour l'inauguration de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres le 15 avril 1991, les 2 sommets de la francophonie, à Chaillot d'abord en novembre 1991 et à l'île Maurice en octobre 1993, peut-être moins connu, une cérémonie à l'UNESCO en mars 1994, destinée à honorer le rôle qu'avait joué la population bulgare dans le sauvetage des Juifs. Et donc, je dirais que le dialogue est resté permanent pendant toute cette période. À quoi tient cette relation ? Très fortement à des affinités personnelles. Le 21 novembre 1994, pour la visite d'État dont a parlé maintenant l'ambassadrice, François Mitterrand accueille Gilles Gélève par ces mots. « C'est un vrai plaisir de vous voir. Nous avons de véritables affinités. » Je n'ai pas souvent entendu Mitterrand utiliser ce vocabulaire pour ses relations avec ses pairs. Ces affinités ont une composante personnelle indéniable. François Mitterrand a reconnu en Gilles Gélève un interlocuteur comme il les aime.
Entre les deux hommes s'établit au fil des rencontres une relation franche, confiante, ouverte. Mitterrand apprécie chez Gélève ce mélange de ténacité et de sagesse, sa calme détermination, sa façon directe d'affronter les problèmes dans cette période de transition difficile que connaît la Bulgarie. Il insistera fortement à diverses reprises sur cette composante personnelle. Dans le message de félicitations qu'il lui adresse le 21 janvier 1992 à la suite de son élection au suffrage universel comme président de la République, il salue, je cite, « sa courageuse entreprise de rénovation ». Lorsqu'il l'accueille pour la visite d'État le 21 novembre 1994 sur les marches de l'Élysée, « Vous avez toujours préféré le dialogue et l'apaisement des tensions et des passions. Et encore, vous avez réussi à insuffler dans les Balkans une nouvelle approche dans les relations entre voisins. » Lors de leur entretien, au cours de cette même visite, François Mitterrand relèvera que sous la conduite de Gélève, je cite, « La Bulgarie s'est comportée politiquement et intellectuellement de façon courageuse. Vous avez montré beaucoup de rectitude et de respect des engagements internationaux. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant de plaisir à vous voir. » Si je fais ces citations, c'est que, elles marquent bien ce cas de très particulier, le caractère de cette relation. Devant le Parlement de Sofia, le 19 janvier 1994, il se dira « Admiratif du chemin parcouru en si peu de temps, qui aurait pu prévoir il y a 5 ans que je pourrais m'exprimer devant un Parlement démocratiquement élu à Sofia ?» Il y voit, je cite, la marque de la sagesse des positions prises par le président Gélève. Sagesse et courage sont les mots qui reviennent dans la bouche de François Mitterrand, dont on sait qu'il ne les a jamais employés qu'à bon escient. Alors, au-delà de ces considérations sur ce qu'avait d'intensément personnel cette relation, de quoi parlait-il dans leurs entretiens ? Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Il faut bien dire qu'au-delà des affinités personnelles, il y avait des raisons objectives d'intérêt réciproque liées au contexte et qui ont concouru à cette sorte d'alignement des planètes qu'ont connu alors la France et la Bulgarie. Leurs entretiens portent toujours sur des questions à la fois de caractère bilatéral et géopolitique. Du côté de la France, il y a un intérêt manifeste à redonner du tonus à ces relations bilatérales avec la Bulgarie qui ont beaucoup souffert de la glaciation sous la période Živkov. Je rappellerai simplement, pour l'anecdote, que lorsque Mitterrand a été élu en 1981, Todor Živkov lui a envoyé, dans les jours qui suivaient, une invitation à venir faire une visite en Bulgarie, et que Mitterrand y a répondu 8 ans après. Avec Gélève, ça ne se passait pas du tout comme ça. Là encore, un exemple. Lorsque Gilles Gélève a été élu président de la République au suffrage universel, c'était au mois de juin 1991, il a tout de suite demandé à pouvoir venir à Paris, considérant qu'il souhaitait que sa première visite officielle dans un État étranger fût réservée à Paris. Donc il a fait cette demande autour du 10 août. J'ai fait une note à Mitterrand pour lui transmettre, et Mitterrand me l'a retourné aussitôt en disant « Oui, il faut absolument que je revoie M. Gélève, trouver d'urgence une date la plus rapprochée possible », on était en plein mois d'août, en septembre ou début octobre. Et effectivement, on a réussi à dégager une date, et le 6 octobre, Gilles Gélève était reçu par le président de la République pour sa première visite dans ses nouvelles fonctions. Donc, ce souci de restaurer, de redonner de la vigueur aux relations bilatérales était, du côté français, un élément qui plaidait pour effectivement renforcer ces liens.
Et puis, au-delà de ça, bien entendu, au-delà de cet aspect proprement bilatéral, intérêt qui était partagé d'ailleurs, parce que du côté bulgare, réussir à obtenir le soutien de la France sur le plan non seulement économique, mais également diplomatique, et notamment en vue de la carte de l'intégration européenne que voulait jouer Gélev, était un élément tout à fait déterminant. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Europe, il faut dire que Gélev a d'emblée rencontré ce qu'était l'état de la réflexion mitterrandienne sur l'architecture de la nouvelle Europe post-guerre froide, qui sera la priorité stratégique du président français après sa réélection en mai 1988, où il s'est d'emblée posé la question, c'était déjà posé avant d'ailleurs, mais là, ça devenait urgent, comment construire sur les décombres de la guerre froide et la fin de la division de Yalta, qu'on sentait venir, une Europe réconciliée. Donc, il y avait un intérêt réciproque sur cette question, pour la Bulgarie de trouver en la France un soutien de poids pour intégrer les institutions européennes, et pour la France d'avoir un nouveau partenaire utile dans une région où la présence française était faible. Au plan bilatéral, cette convergence d'intérêts a été sanctionnée par la signature en 1992 d'un traité d'amitié et de coopération destiné à construire les fondements d'une coopération durable, signé le 18 février 1992. Et sur le plan multilatéral, par le soutien à la candidature de la Bulgarie à une série d'institutions européennes, j'ai parlé de l'Union européenne, mais le soutien a été important et sans doute décisif à un moment, en 1993, où du côté de la communauté européenne, les choses étaient plutôt bloquées à l'égard de la Bulgarie. Et Gilles Gélev avait fait remarquer à François Mitterrand qu'il y avait une sorte de discrimination, de différence de traitement parmi les anciennes démocraties populaires entre les trois pays du groupe de Visegrad, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, et la Bulgarie et également la Roumanie. Et Mitterrand lui avait dit je suis absolument en désaccord avec cette façon de voir les choses, il faudra qu'il n'y ait aucun retard dans la signature de l'accord d'association, ce qui a été fait effectivement dans les mois qui ont suivi. Au-delà de ça, Gilles Gélev entretenait également le président sur les difficultés économiques que rencontrait la Bulgarie, pour toutes sortes de raisons, et en particulier celles liées au contexte régional et au fait que l'embargo décrété sur la Serbie, au moment de l'éclatement du conflit yougoslave, avait des conséquences très sévères sur l'économie bulgare, dont la Serbie était un partenaire commercial de première grandeur. Donc, Mitterrand a reconnu en Gélev d'emblée un vrai Européen. Évoquant sa volonté de rejoindre l'Europe, il fait cette remarque « Vous y apportez beaucoup de passion personnelle ». Au-delà de la communauté, la France soutient également l'entrée de la Bulgarie au Conseil de l'Europe, dont elle devient, le 27 mai 1992, le 27e membre. J'ai évoqué le problème des difficultés économiques et financières. L'économie bulgare est en particulier affectée par une dette importante et la France, à l'initiative de François Mitterrand, opérera activement pour soulager la Bulgarie en se prononçant en faveur d'une réduction de 50% de sa dette et en s'employant à favoriser son rééchelonnement au sein du club de Paris. On vous soutient, lui dit-il, et pas seulement en parole, croit-il bon de préciser. Mitterrand était réellement impressionné par l'énergie que déploie Gilles Gélev pour jeter les bases d'une société démocratique et pluraliste. Si le processus politique, au fil des rencontres
apparaît plutôt en bonne voie, avec des élections libres, des institutions réellement représentatives. Gelève ne cache pas que c'est plus compliqué sur le plan économique. Lors de l'entretien du 18 février 1992, il a cette formule. Les gens veulent le marché, mais attendent tout de l'État. À quoi Mitterrand répond, pour le réconforter, c'est partout pareil. Alors sur l'avenir du continent européen, il y a évidemment des convergences de vues très très fortes entre Mitterrand et Gelève. La fin de la guerre froide, scellée par la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, la fin de la domination soviétique dans les démocraties populaires, offre l'opportunité historique d'ouvrir une nouvelle période de paix et de coopération, mais, et ça c'est un élément qu'on a peut-être un peu oublié, présente aussi des incertitudes et des risques. Mitterrand est convaincu qu'il n'y a pas de temps à perdre pour construire une architecture nouvelle et qu'il faut prendre de vitesse certains ferments de désagrégation qui pointent ici et là. Et Gelève en est parfaitement convaincu. Et il en fera le cœur de son intervention lors de la conférence de Paris de la CSCE en novembre 1990, où il déclarera « La résurgence des nationalismes et des anciennes rivalités devient le principal danger après la fin de l'affrontement Est-Ouest et la chute des régimes communistes. » D'ailleurs, ce qui m'avait frappé au cours de cette conférence que j'avais été chargé d'organiser à Paris, c'est que la même tonalité inquiète se retrouvait dans les interventions des nouveaux dirigeants des pays d'Europe centrale, qu'il s'agisse alors de Havel, du Polonais Mazowiecki, du Hongrois Attal ou du Roumain Nastase. Et d'ailleurs, les inquiétudes manifestées à Paris à la fin de 1990 ne tarderont pas à prendre une forme concrète avec l'éclatement du conflit yougoslave à l'été 1991. Face au risque d'embrasement croissant dans les Balkans, Julius Gelève manifeste une volonté d'apaisement dont il ne se départira jamais et qui lui vaudra l'éloge de François Mitterrand. Lors de leur entretien du 17 octobre 1993 à l'île Maurice, il rappelle que la Bulgarie est l'un des rares pays à avoir une politique sage dans une région troublée. Il rappelle également qu'il a tenu à ce qu'elle reconnaisse simultanément les 4 républiques issues des démembrements de l'ex-Yougoslavie, y compris la Macédoine, qu'elle est le seul pays à avoir reconnu, que la Bulgarie est le seul pays à avoir reconnu, ce qui lui a valu quelques moments de tension avec la Grèce en particulier. Mais, affirmait-il alors, il est nécessaire de reconnaître les petites républiques, sinon elles flottent. Et effectivement, c'est bien dit, parce qu'on a bien perçu, après la chute des régimes communistes, que le risque principal pour les pays qui étaient issus du pacte de Varsovie et du Comecon, c'était de se retrouver dans un état d'apesanteur, ne sachant plus où ils étaient, entre la connexion à l'ouest désirée et le rejet total de l'est, et que si une réponse n'était pas rapidement apportée, on entrait dans une zone extrêmement dangereuse. Inquiet du glissement du communisme vers le nationalisme, Gelève, il affirme hautement sa volonté de restabiliser les Balkans, objectif qui ne peut trouver que le consentement de François Mitterrand, qui dit « Il y a au moins dans cette région un pays qui ne souffle pas sur les braises, c'est la Bulgarie. » Il tombe également d'accord sur le fait que l'embarras manifeste qu'éprouvent les institutions européennes face à la question des minorités, face à cela, il faut trouver une solution imaginative, mais qui reste dans le cadre de l'état de droit. Gelève éprouve une conscience aiguë de ce qui se joue en Europe à ce moment-là. Le 8 mars 1994, à l'occasion de la commémoration à l'UNESCO du 50e anniversaire du sauvetage des Juifs de Bulgarie, Mitterrand rend hommage, je cite, à une nation qui, une nouvelle fois, aujourd'hui, dans nos cœurs des Balkans, un exemple de tolérance et d'ouverture. Un dernier mot maintenant, après ces considérations, disons, à la fois bilatérales et géopolitiques.
c'est la culture. Et comment les deux interlocuteurs ont sciemment décidé de jouer la carte culturelle. Je vous l'ai dit, du point de vue culturel, la visite de François Mitterrand en janvier 1989 a constitué une révélation pour les Français qui étaient très très ignorants de la culture bulgare, de l'état des opinions. Dans son discours au Parlement de Sofia en janvier 1994, il avouera rétrospectivement « Je ne savais pas qu'autant de Bulgares parlaient français. Cela crée une sorte de fraternité particulière. » Cette révélation résulte notamment des deux séquences qui, avec le petit déjeuner, avaient marqué la visite. D'une part, moins connue, la matinée du 19 janvier à l'Académie des sciences, où François Mitterrand se trouve face à un parterre d'éminents savants scientifiques bulgares qui lui font une présentation des programmes et des projets en cours en Bulgarie en français. Alors là, il est vraiment estomaqué, ravi, admiratif, et il consacrera plus de temps qu'il n'était prévu à l'origine à un dialogue avec ces éminents scientifiques. Donc ça, c'était à l'Académie des sciences. Et puis, évidemment, il y a, j'ai déjà évoqué, la fameuse rencontre avec les étudiants s'exprimant en français et posant des questions avec une rare insolence à l'égard de leur pouvoir à François Mitterrand, qui se faisait un plaisir d'y répondre, parfois à demi-mot, avec un double langage, et suscitant des éclats de rire et des applaudissements. Donc, ce fut aussi un moment de découverte de la présence forte de la culture française en Bulgarie. À partir de là, la dimension culturelle s'impose comme un point fort de nos relations, et le débouché presque naturel, c'est l'association de la Bulgarie à la francophonie. On peut aussi parler de l'ouverture de l'Institut culturel en avril 1991, destiné en particulier à favoriser les échanges de jeunes, sur quoi Mitterrand insistait beaucoup. Le 25 mai 1991, il fait connaître son soutien à la demande de Gélep de rejoindre les institutions de la francophonie. La francophonie, telle que l'avait voulu Mitterrand, telle qu'il avait voulu la régénérer, à partir notamment de 1986, avec le premier sommet qui se tint à Versailles, c'est pour lui un foyer de création, un espace de liberté et un outil de solidarité. Et donc, il voit très bien entrer la Bulgarie entrer dans cette configuration. Donc, Gélève était invité comme observateur au 4e sommet de la francophonie, qui se tient à Chaillot, à Paris, en novembre 1991, où Mitterrand salue l'arrivée de la Bulgarie dans son discours d'ouverture. Et le 17 octobre, le 16-17 octobre 1993, Gélève participe au sommet de l'île Maurice, cette fois à titre de membre à part entière. Il y aura un entretien particulier avec le président. Et ce sommet de l'île Maurice est historiquement quelque chose d'important parce qu'à une époque où, effectivement, il était question de défendre ce qu'on appelait alors l'exception culturelle, c'est à ce sommet que Mitterrand a obtenu l'adhésion des 46 États membres de la francophonie pour s'opposer au sein des négociations commerciales qui avaient lieu dans le cadre du GATT, pour s'opposer à ce que les règles du commerce soient appliquées aux produits culturels. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Gélève est, avec Havel, mais dans un autre type de relation, celui des nouveaux dirigeants issus des révolutions du printemps des peuples, avec lesquels Mitterrand a eu les rapports les plus intenses et les plus constructifs. Et à cet égard, la séquence 89-94 doit être regardée comme un moment fondateur de la relation franco-bulgare. Un moment très particulier, marqué à la fois par la personnalité
hors norme des deux protagonistes et par un contexte historique inédit, très mouvementé, et où il était important d'éviter les erreurs d'appréciation. Moment de retrouvailles et de découverte réciproque. Ce qui a frappé et séduit Mitterrand chez Geliou-Gelev, c'est la façon dont l'opposant, le dissident de la première rencontre, avait acquis en très peu de temps une stature d'homme d'État, au sens plein du terme. Et combien ses qualités intellectuelles et humaines, il n'est plus derrière nous, mais son sourire reste gravé dans la mémoire de tout ce qu'il a rencontré, combien ces qualités intellectuelles et humaines rendaient le dialogue aisé, stimulant et productif. Je n'ai jamais entendu dans la bouche de François Mitterrand qu'appréciation positive, flatteuse à l'égard de son interlocuteur. Et je l'ai rarement entendu décerner autant de compliments publics à l'un de ses pairs. Ce fut donc une relation forte et vivante, avec peu d'équivalent, la reconnaissance par François Mitterrand d'une sorte de héros de la transition démocratique. Et, comme le disait Madame l'ambassadrice en introduction, essayons de méditer sur cet exemple en des temps où, effectivement, les choses se présentent sous un jour qui est peut-être moins encourageant. Mais en tout cas, ce qui ressort de l'expérience d'il y a 35 années, c'est que quand les dirigeants politiques sont armés d'une volonté réelle de faire avancer les choses, eh bien, ils y parviennent, et c'est ça qui reste l'héritage de Geliou-Gelev. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le conseiller d'État, cher Jean Musitelli, mille merci pour cette magnifique intervention. Et maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à monsieur Stéphane Tavrov. Merci, cher Luc. Madame l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur Jean Musitelli, un collègue de vieille date. D'abord, je commencerai par remercier la France, l'Institut culturel, l'ambassade, pour avoir voulu honorer la mémoire de Geliou-Gelev, dont on célèbre cette année le 90e anniversaire de sa naissance. C'est un geste très fort que fait la France vis-à-vis non seulement de la mémoire de Geliou-Gelev, mais aussi vis-à-vis de la Bulgarie démocratique. Merci infiniment. Vous comprendrez que je suis je suis devant vous et je suis très ému parce que beaucoup de souvenirs me viennent à l'esprit et je voudrais enchaîner cette présentation très, très complète et très émouvante, je dois dire, des relations entre deux grands hommes, deux grands Européens qui étaient Geliou-Gelev et François Mitterrand, pour élargir un petit peu le récit des relations extrêmement riches et profondes qu'avait Geliou-Gelev avec la France et la francophonie. Il est très difficile de sous-estimer l'importance de ce fameux petit déjeuner organisé par, du reste, à l'époque, par Yves Monville, qui est là, qui était diplomate à l'ambassade de France de l'époque, pour nous, les démocrates bulgares, qui étions vraiment dans une
position de faiblesse vis-à-vis d'un régime totalitaire est très dangereux encore, malgré la perestroïka dans l'Union soviétique. C'était un encouragement immense de voir quelqu'un comme Gelugelev, qu'on estimait beaucoup, qu'on respectait, qu'on admirait, avec un président français, autour de la table d'un président français. Et j'ajoute qu'autour de cette table, il y avait aussi sa future vice-présidente, Madame Varra Dimitrova, une grande poète bulgare, une grande personnalité bulgare. Ce qui s'est passé après était très naturel. Zhivkov tombe, il y a exactement 36 ans, après pratiquement un putsch organisé par la direction du Parti communiste de l'époque, encouragé par Gorbatchev, qui a donné lieu à un vrai réveil de la Bulgarie, a donné lieu à des manifestations de masse contre le régime, a donné lieu à l'unification de tous les groupes d'opposition de l'époque au sein de ce qu'on appelait l'Union des forces démocratiques, dont Gelugelev est devenu naturellement le président. Et c'est à ce moment-là que j'avais connu Gelev bien avant, mais c'est à ce moment-là, au moment où j'ai aidé à fonder le quotidien de l'Union des forces démocratiques Demokratia, et aussi, et faisant ça, je me suis retrouvé au sein du siège de l'Union des forces démocratiques de Rakowski, pas loin d'ici. Et j'ai commencé, parlant des langues, et du français notamment, à entretenir des contacts avec les diplomates étrangers en place, avec tous les étrangers qui voulaient entrer en contact avec eux. C'est ainsi que je suis devenu chef de relations internationales avec de l'Union des forces démocratiques. Et dans cette capacité, l'une des coïncidence entre Gelev et moi-même, d'emblée, était notre admiration pour la France. Pour nous, la France était la patrie des droits de l'homme. Pour nous, la France était le pays de la liberté. Il n'était pas fortuit qu'un grand nombre de Bulgares, dès le 19e siècle, dès le 18e et 19e siècle, avaient fait leurs études en France. C'était inspiré des Lumières françaises. Et Gelugelev était un représentant de cette très forte tradition bulgare. Et lui était bien évidemment, il avait appris le français, il étudiait toujours, et d'une manière très naturelle, je dois dire, ses contacts avec la France se sont multipliés et sont devenus de plus en plus profonds. Bien évidemment, sa relation déjà établie avec le président François Mitterrand, il a joué un rôle essentiel, absolument essentiel. Et je dois dire que ce que Jean Mizitelli a dit tout à l'heure était tout à fait vrai. L'un comme l'autre avait rejeté entièrement le nationalisme à un moment où il levait la tête partout en Europe, je dois dire, après la chute du mur, surtout dans les Balkans. Et la guerre sanglante en Yougoslavie par la suite a montré combien ce nationalisme était dangereux. Et Gelugelev faisait partie de ceux qui, dans les années 80, avaient
protesté contre la persécution des Turcs en Bulgarie. Et c'était l'un des crimes, les pires crimes du communisme parmi tant d'autres, il faut le dire. Et donc sur ce terrain, Gelef et Mitterrand, et la France en général, ont trouvé un terrain d'entente tout à fait naturel et immédiat. Et en fait, le rôle de la Bulgarie sous la direction de Gelef au début des années 90 a été, comme vous l'aviez souligné, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, était justement d'être la voix de la raison. Au moment où il y avait maintes spéculations autour du monde que voilà, une nouvelle guerre balkanique s'annonce, avec ce qui se passe en Yougoslavie, un facteur important des Balkans qui était la Bulgarie était dirigé par quelqu'un, était dirigé par une équipe qui disait non au nationalisme, qui disait non à l'agenda de l'avant-communisme, qui consistait à, pour la Bulgarie, essentiellement récupérer la Macédoine. Eh bien non, la Bulgarie a été le premier pays dans le monde à reconnaître non seulement la Croatie et la Slovénie, mais aussi la Bosnie et la Macédoine. Et le faisant, je crois que nous avons contribué énormément à circonscrire cette guerre dans le cadre des frontières de l'ex-Yougoslavie et de ne pas permettre qu'elle s'élargisse au-delà. Donc, voilà le début, mais entre-temps, il y a eu une multitude de contacts de Gelef avec des personnalités françaises, et je dois dire que ces contacts ont été largement facilités, encouragés par un ambassadeur de France en Bulgarie de l'époque absolument extraordinaire, et quelqu'un qui a fait un travail remarquable, qui était Jacques-Antoine Rumelart, dont on est tous devenus très proches. Jacques-Antoine était non seulement un grand diplomate, il comprenait très bien la Bulgarie. Il comprenait que la Bulgarie avait un avenir européen et savait comment passer ce message à Paris à un moment où la Bulgarie était peu connue, était, disons, méconnue, et surtout avec la guerre qui avait éclaté en ex-Yougoslavie, elle était restée de l'autre côté de ce conflit, un peu isolée, un peu laissée pour elle-même. Donc, en la personne de Jacques-Antoine Rumelart, la Bulgarie a eu un grand ami, qui n'a pas hésité à entrer en contact avec Gelef dès son élection à la présidence de l'Union des forces démocratiques. Et en fait, c'est la France qui a énormément contribué à ce que l'Europe, le monde, reconnaissent en l'Union des forces démocratiques et son président le futur démocratique de la Bulgarie. Ça s'est passé lors d'une visite mémorable du président de l'Union des forces démocratiques, Gelef, en France, qui avait été organisé par un organisme qui s'appelait Association culturelle européenne, présidé par Gilles Martinet, un diplomate, un grand journaliste, et qui a permis à Gelef de rencontrer lors de cette visite, et j'étais là pour l'accompagner, et pour traduire du reste, parce qu'on n'avait pas d'argent pour des interprètes. Donc il a été, à ce moment-là, le président Mitterrand n'était pas là, mais
il avait recommandé à Jean-Louis Bianco, secrétaire général du Quai d'Orsay, de recevoir M. Jalef. Et il l'a reçu longuement. Et il y avait aussi Elisabeth Guigou, qui était à cette époque conseillère aux affaires européennes. Et il a été reçu notamment par le Premier ministre Michel Rocard. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre Laurent Fabius. Il a été reçu par le premier secrétaire ancien Premier ministre Pierre Mauroy. Il a été reçu par l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Il a été reçu par l'ancien Premier ministre Raymond Barre. Il a été reçu à la fin de sa visite par le maire de Paris de l'époque et futur président de la République, Jacques Chirac. Depuis, à ma connaissance, une délégation bulgare n'a jamais rencontré, mais vraiment le Gotha de la politique française. Tous les hommes d'État importants, et c'était extraordinaire. Et quand je parle de cette visite, il faut dire qu'elle a été rendue possible aussi par Gilles Martinet et sa secrétaire générale de l'époque, Sonia Mink, qui malheureusement, qui devait participer à ce colloque, mais a eu un empêchement, n'a pas pu venir à Sofia, qui a été extrêmement importante pour rendre tout ça possible et pour nous encourager sur cette voie. Une importante étape de cet encouragement de la part de la France a été la visite de Gilles Jalef en France, sa première visite en tant que président, à son retour de l'ouverture de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il a visité la France sur invitation du président Mitterrand. Et lors du déjeuner qu'a offert François Mitterrand à Gilles Jalef, j'ai un souvenir très fort. Mitterrand nous a dit écoutez, cette visite que j'ai faite en Bulgarie il y a quelque temps, quand Živkov était aux affaires, était très importante pour moi parce que je vais visiter la Tchécoslovaquie et à Bratislave, ils avaient organisé une rencontre avec les étudiants, mais qui s'était déroulée d'une manière absolument prévisible. Le régime avait tout contrôlé. Alors qu'à Sofia, les étudiants, ces jeunes étudiants, m'ont posé de vraies questions, des questions très, très courageuses. Et en sortant, je me suis dit, mais si les jeunes Bulgares ont le courage de poser ces questions, c'est que peut-être le communisme est menacé, c'est que peut-être le communisme, il est fini. Et il a dit à Roland Dumas, je me rappelle, tu te rappelles demain, je te l'ai dit en sortant de l'université. Et c'était très émouvant, parce qu'il a par la suite, il a dit dans une interview, François Mitterrand a dit, c'est à Sofia que j'ai compris que le communisme était fini. Voilà. Et la liste des personnalités françaises avec lesquelles Gilles Jalef était très proche est longue. Je ne peux pas ne pas mentionner surtout Robert Badinter. Robert Badinter, qui était à l'époque président du Conseil constitutionnel français, mais il était venu deux ou trois fois à Sofia au moment où nous préparions notre nouvelle constitution démocratique en tant que juriste, éminent juriste, et il a établi un lien personnel et très fort avec le président Jalef. Et au moment comme vous le savez sans doute, Robert Badinter a présidé la commission
consultative qui avait pour tâche de conseiller la communauté européenne, laquelle des 4 républiques ex-yougoslaves devait être reconnue. À l'époque, l'Allemagne, l'Autriche poussaient beaucoup pour la reconnaissance. Elles avaient reconnu en fait unilatéralement la Croatie et la Slovénie. Eh bien, la décision de la commission Badinter la recommandation était de reconnaître la Slovénie et la Macédoine, ce qui ouvrait la voie pour la Bulgarie de reconnaître ce pays qui nous est très proche, qui est non seulement notre voisin, mais avec lequel on a des liens historiques extrêmement proches. Et je ne vais pas vous livrer un secret, les choses sont... au moment où le Conseil des ministres siégeait presque sans arrêt pour décider de la reconnaissance de la Macédoine ou non, parce que pour nous, ça pouvait dire la guerre ou non. On était isolés, nos amis grecs étaient contre, etc. J'ai reçu un message du cabinet de la ministre des Affaires européennes, Elisabeth Guigou, qui disait, bien avant que ce soit officiel, Badinter va recommander la Slovénie et la Macédoine. Et quand je suis entré quand j'ai appelé le président, tout de suite, j'étais à cette époque vice-ministre des Affaires étrangères, j'ai appelé tout de suite le président, je lui ai dit, voilà, ça y est, c'est ça la décision de Badinter. Et il a dit, je n'en doutais pas, c'est un homme sage et de paix. Et voilà, ça nous a ouvert la voie pour devenir le premier pays dans le monde à reconnaître la Macédoine. On en est très fiers. Et c'était rendu possible par la sagesse de Robert Badinter. Il y a une autre personnalité française qui a joué un rôle très important à ce moment-là et qui avait une relation privilégiée avec le président Gelef, et c'était Catherine Lalumière, secrétaire générale du Conseil de l'Europe. C'est la première instance dans laquelle la Bulgarie a été admise. Et suite à des contacts très suivis entre Gelef et Catherine Lalumière, une femme extraordinaire du reste, et je me rappelle très bien le jour où un grand drapeau européen a été mis du bureau du président au moment où le Conseil de l'Europe a voté l'admission de la Bulgarie, et c'était apporté par Catherine Lalumière et donné au président Gelef. Et là on arrive à la francophonie. Le moteur principal de cette décision de la part de la Bulgarie était Gelef, bien sûr. Et quel était l'argument principal qui l'avait sensibilisé? Eh bien, d'abord, il y a une vraie tradition francophone en Bulgarie. Il y a beaucoup de Bulgares qui parlent français, qui ont fait leurs études en France. Historiquement, une grande partie de nos hommes politiques, je pense par exemple au chef du Parti démocrate et Premier ministre Nikol Mouchanov, qui ont fait leurs études en France. Mais aussi parce que Gelef comprenait très bien que la francophonie n'est pas uniquement une langue, c'est aussi un esprit. C'est un esprit de défense des droits de l'homme, de démocratie, de tolérance, de valorisation de la culture. Et encore, Jacques-Antoine Rumelart a eu un mot très important quand je me rappelle un entretien avec lui. Il a dit, mais la francophonie pour vous, c'est une autre porte ouverte pour la Bulgarie. À un moment où les portes ouvertes pour la Bulgarie n'étaient pas très nombreuses, il faut le dire. Et
la preuve en est que, et ça je le sais de sources sûres, très proches du président Chirac, au moment où le président Chirac devait finalement donner son aval à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, l'un des arguments de ses conseillers en faveur de cette décision était que la Bulgarie et la Roumanie étaient membres de la francophonie. Et donc, cette appartenance de la Bulgarie à la francophonie a joué un rôle très important aussi dans ce sens-là. Donc, je peux continuer très longuement tous ces souvenirs, mais je veux conclure par dire que la France a joué un rôle clé pour la renaissance de la démocratie bulgare. Et on ne l'oubliera jamais. La relation privilégiée entre nos présidents, entre Geluželev et François Mitterrand, y a joué un rôle énorme. Et aujourd'hui, je dis que un mot que je connais cet adage m'a été appris par Jacques-Antoine Rumelart: tout homme libre a deux patries, la sienne et la France. Et c'était vrai pour nous, pour Geluželev, c'était vrai pour nous tous. Et j'ajouterais que, dans mon cas surtout, j'ai deux patries, la mienne et la France et la langue française. Et donc je dis aux Français et à la France, merci le français, merci la France.